Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live vidéo Comment intégrer l'EPF. Je suis Elisabeth Desraillant, directrice de la communication à l'EPF et je suis accompagnée d'Odile Saralier qui est directrice adjointe des études et responsable des admissions. Bonsoir. Alors, on va être ensemble pendant environ 45 minutes, 1 heure. Vous avez la possibilité tout au long de ce live de poser vos questions. On essaiera dans la mesure du possible d'en traiter un maximum, de les traiter au fur et à mesure. Et sinon, pas de panique, on en traitera certaines plutôt en fin de session. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, pas de panique non plus. Le replay sera disponible dès demain sur notre site internet. Alors, avant de démarrer tout de suite par les questions d'intégration d'admission, Odile, je te propose peut-être de faire une petite introduction juste pour un peu présenter l'école en quelques mots, quelques chiffres clés, un peu voilà les campus, le cursus, etc. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'EPF, c'est une école d'ingénieurs post-bac qui a la particularité d'avoir 3 campus, qui a également une forte identité d'école généraliste. C'est l'identité de la formation pour former des ingénieurs qui sont vraiment multidisciplinaires. Particularité importante aussi, 4 diplômes sont délivrés à l'EPF, 2 par apprentissage, 1 de formation généraliste et 1 binational, qui sont tous les 4 habilités par la commission des titres de l'ingénieur. L'EPF, c'est aujourd'hui à peu près 2000 élèves, c'est 150 partenaires en France et à l'étranger au niveau académique, 170 même, et puis beaucoup d'entreprises partenaires, 800 environ, qui permettent d'alimenter cette formation et d'être au contact des élèves. Donc la CTI, c'est quand même un critère important à prendre en compte quand on cherche une école d'ingénieur. Tout à fait. Je pense que si on peut se permettre de vous donner un conseil aujourd'hui, l'offre d'école d'ingénieur, elle est importante, ce qui vous assurera d'avoir une formation qui va vous amener sur le marché de l'emploi de manière confortable pour aller vers le métier vraiment que vous attendez et celui de vos rêves. Et bien, assurez-vous que l'école que vous choisirez, effectivement, ces diplômes sont bien habilités par la CTI. C'est un point important dans le choix de votre orientation. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les campus ? Alors, 3 campus à l'EPF. Le campus historique, qui est le campus de Sceaux, donc tout proche région parisienne, où on retrouve la formation généraliste, 5 années, les formations binationales. Donc, l'EPF, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, possède 2 formations binationales, une en partenariat avec l'Allemagne et une en partenariat avec le Québec, où nos élèves alternent une année dans le pays à l'étranger et une année chez nous. On verra comment intégrer ces formations plus tard. Et puis, une formation par apprentissage. Tout ça sur un campus très vert, proche de Paris, mais justement pas trop pour bénéficier aussi d'un environnement un petit peu plus serein. Le campus de Troyes plus récent, qui délivre également les 5 années de formation, avec une majeure en particulier, dont on reparlera également, sur l'urbanisme. C'est également le campus international. On y retrouve à peu près aujourd'hui 300 élèves. C'est un campus très moderne, avec un bâtiment qui a été conçu pour l'EPF, qui est sur le campus de l'UTT. Donc, l'avantage pour nos étudiants à Troyes, c'est que, et d'une part, ils sont dans sur un campus très large, avec toutes les commodités de l'UTT, donc avec aussi beaucoup de diversité et de rencontres possibles avec les étudiants de l'UTT. Et puis un bâtiment très connecté avec des capteurs installés un petit peu partout qui peuvent alimenter justement les projets pour les élèves au niveau de la thermique, au niveau de la résistance des matériaux. Un campus avec, tous les campus ont également leur Fab Lab et un beau Fab Lab également sur le campus de Troyes. Et le campus de Montpellier. Le campus de Montpellier, alors pour ceux qui connaissent la ville, plus rien à dire, je dirais, c'est un campus plutôt agréable. Nous-mêmes à Sceaux, on aime bien s'y rendre. Les 5 années de formation, ils sont également délivrés. Quelques spécificités pour le campus de Montpellier. On retrouve la formation généraliste ainsi qu'une majeure dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Également la prépa technologique, c'est-à-dire que c'est le campus de Montpellier qui accueille pendant 2 ans les bacheliers STI 2D. On va vous reparler à vous, les bacheliers STI 2D. Venez nous rejoindre aussi. L'école vous accueille dans des formations adaptées à votre cursus pour intégrer, pour reprendre le parcours ingénieur derrière. On trouve également sur le campus de Montpellier la passerelle Sigma pour tous ceux d'entre vous qui ont entamé des études supérieures et pour lesquels à un moment ça se passe pas tout à fait comme vous aviez prévu, problèmes d'orientation, difficultés scolaires, etc. Et vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en train de vous dire mais moi j'ai fait le mauvais choix et je sais qu'aujourd'hui j'aurais envie de rejoindre une école d'ingénieur. Et ben l'EPF vous propose une passerelle sur le campus de Montpellier, la passerelle Sigma, que vous pouvez intégrer à partir de février prochain et jusqu'au mois de juin pour faire un semestre accéléré qui vous permet d'intégrer directement la 2e année en fait. Donc ça veut dire que si vous vous êtes trompé dans votre orientation actuellement, eh ben vous pouvez tout à fait reprendre ce cursus ingénieur sans avoir perdu le moindre semestre. Voilà, c'est l'objet de la passerelle Sigma et ça se passe également sur le campus de Montpellier. Enfin, le campus de Montpellier, très varié. On y trouve également une formation par apprentissage qui se rejoint donc à partir de la 3e année.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cursus la formation d'ingénieur généraliste, nous parler un peu du cycle licence et cycle master? On est une école post-bac en 5 ans, donc c'est bien un peu de rappeler la structure de notre chemin de vie. Alors, deux mots-clés importants peut-être. Le premier mot-clé important, c'est généraliste. Cette formation, c'est pas juste un mot qu'on trouve dans des présentations, justement, c'est une particularité de formation. Vous allez avoir à l'EPF, qu'est-ce qui va vous façonner cette identité d'ingénieur généraliste? Ça va d'abord être les 3 premières années. Donc, ces 3 premières années sont un tronc commun pour tous nos élèves, indépendamment du campus sur lequel ils auront intégré l'école. Et ce tronc commun a la particularité de vous former de manière complètement multidisciplinaire. Donc, c'est ça qui va vous donner cette identité d'ingénieur généraliste. Vous allez avoir des enseignements très variés, non spécialisés. Vous n'allez pas faire plus de sciences de l'ingénieur que de numérique, plus de maths que de physique, plus de sciences humaines qu'autre chose. Vous allez avoir ça de manière tout à fait équilibrée, et dans les volumes horaires et dans la validation. Et c'est cette diversité-là qui va vous donner cette multidisciplinarité, ce côté polytechnique, qui va vous permettre d'être un ingénieur adaptable sur le marché de l'emploi et qui est aujourd'hui fortement convoité par les entreprises, justement pour son côté, je sais m'adapter à n'importe quelle situation par la diversité de ma formation. Donc ça, c'est l'image du cycle licence. En termes de pédagogie, le cycle licence aujourd'hui va vous proposer une pédagogie tout à fait innovante. Attendez-vous à des choses qui sont beaucoup basées sur du numérique, où vous allez être mis beaucoup en situation, en étude de cas, en mode projet, où vous allez beaucoup travailler en collaboratif et en collectif avec vos camarades. Donc toute la pédagogie est beaucoup axée aujourd'hui sur ces technologies numériques et sur un mode collaboratif qui sont finalement à l'image du métier d'ingénieur, d'où ce choix de pédagogie. Et quel que soit le campus, on suit exactement la même formation sur ce tronc commun généraliste. Tout à fait. Vous pouvez intégrer n'importe quel des campus de l'EPF pour le cycle licence. Vous avez derrière la totale liberté de rejoindre n'importe quel majeur de l'EPF sur un des campus. On va en parler derrière. Et la formation est parfaitement commune. Le côté commun de cette formation est d'ailleurs garanti par des plans de cours qui sont communs, par des rôles de professeurs référents au sein de l'école qui coordonnent et qui organisent ces enseignements pour que les élèves soient formés de la même façon sur les 3 campus et arrivent avec le même bagage dans la majeure qu'ils auront choisi à partir de la 4e année. Donc, on a fait nos 3 ans du cycle ingénieur généraliste, du cycle licence généraliste. On arrive en 4e année et là, on intègre une majeure. On intègre une majeure. 7 majeures vous seront proposées. Elles sont donc dépendantes des campus. Vous pourrez rejoindre 5 majeures différentes sur le campus de Sceaux. Une majeure aéronautique et espace, une majeure structure et matériaux qui pourra autant vous amener vers les métiers de l'automobile, par exemple, que vers les métiers du bâtiment à travers la connaissance et des compétences liées aux matériaux. Une majeure ingénierie et numérique, une majeure management pour tous ceux d'entre vous qui se disent moi oui les sciences c'est quelque chose que j'aime, l'ingénierie j'ai envie d'y aller, mais voilà je me sens une fibre commerciale de négociation. Donc là l'idée c'est de vous former à la négociation de grands projets techniques et notamment à des compétences particulières en management. Et puis enfin, pour finir, une majeure ingénierie et santé sur le campus de Sceaux. La santé aujourd'hui est un domaine où il y a énormément de besoins en ingénierie, d'où le choix de l'EPF à un moment d'aller dans ce sens-là. Les besoins sont importants et c'est un bon moyen aujourd'hui, la santé et l'ingénierie, de vous garantir une vraie bonne employabilité à la sortie de l'école. Donc on peut travailler dans la santé sans être médecin. Absolument, tout à fait. Et on peut travailler dans la santé dans plein d'aspects, dans des aspects biomécaniques, dans des aspects numériques qui sont liés au traitement de l'information, où on va vous enseigner des notions de big data, d'intelligence artificielle liées à ce domaine-là. Donc ça, c'était les majeurs pour le campus de Sceaux. On était sur le campus de Sceaux. On va voyager vers le campus de Montpellier, maintenant un petit peu plus dans le sud, où là, vous pourrez choisir la majeure énergie-environnement. Alors, au sens très large du terme, les énergies renouvelables, bien sûr, qui prennent aujourd'hui une place importante dans cet aspect énergie, mais également les énergies conventionnelles. Et tout ça dans une problématique qui est une problématique de société importante aussi, et donc une problématique d'ingénierie qui est s'attacher aux normes environnementales. On en entend parler tous les jours dans les infos. Et pour 3 Et pour 3, une majeure orientée vers, donc, qui s'intitule Bâtiment Écocité. On parle quoi? On parle d'urbanisme, on parle de conception des villes. Et puis, en 5e année, on fait un peu un focus sur un moment la conception du bâtiment dans ses aspects justement durables. Et aujourd'hui, la conception d'une ville, elle se fait complètement différemment d'avant, dans la manière de s'organiser, dans justement l'utilisation des énergies nouvelles, dans ce qu'on appelle les villes vertes, les quartiers verts, dont on entend parler très régulièrement. Et toute la thématique de la majeure de 3 est centrée sur ces problématiques.
Et quelle que soit la majeure en fait qu'on choisit en quatrième année, on a la possibilité d'un double diplôme en cinquième année spécifique en entrepreneuriat? Tout à fait. Alors, c'est effectivement aujourd'hui une stratégie de l'EPF de dire à nos élèves, une formation et des majeurs sont proposés, mais le côté double diplôme est un élément important pour vous quand vous allez vous présenter sur le marché de l'emploi. Donc, on veut vous offrir la plus grande diversité possible sur ces doubles diplômes. Donc, selon la majeure dans laquelle vous allez être, vous allez pouvoir aller vers des doubles diplômes avec des écoles prestigieuses dans le domaine de l'aéronautique, par exemple, avec Centrale Supélec dans la région parisienne. Vous allez pouvoir également aller vers des doubles diplômes en finance, en ingénierie financière dans la région parisienne, sur le campus de Montpellier, attaché à la majeure environnement, des doubles diplômes qui sont liés à la majeure, etc., etc. Ok, très bien. Si on est FTI2D, on a aussi sa place à l'EPF. Bien sûr qu'on a sa place. On a sa place et non seulement on a sa place en termes j'allais dire, de place offerte, mais l'idée n'étant pas de dire qu'à un moment, on vous laisse intégrer une formation d'ingénieur de manière autonome. Vous avez un parcours différent d'un bachelier S si vous êtes passé par un bac STI2D. Donc, les 2 premières années, une formation adaptée vous est proposée sur le campus de Montpellier, donc un cycle prépa, mais qui est adapté par sa pédagogie, par le contenu de ses enseignements, à votre parcours pour que vous rejoigniez progressivement, mais de manière sécurisée, une 3e année en cycle ingénieur que vous rejoindrez d'ailleurs sur le campus de Montpellier avant éventuellement de rejoindre une majeure sur un autre campus. Donc, si vous êtes en STI2D, ne vous bridez pas, vous êtes tout à fait attendus dans les écoles d'ingénieurs au même titre que les terminales S. Est-ce que tu peux nous dire juste un tout petit mot sur l'international avant qu'on rentre vraiment dans le dur des questions d'admission? Alors, l'international, c'est effectivement un grand axe dans la formation à l'EPF. Il y en a plusieurs. L'innovation, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. L'innovation est un grand axe dans la formation EPF. L'international aussi. On veut former des ingénieurs, comme on vous le disait, adaptables. Donc, ils seront adaptables par leur identité généraliste, dont on a déjà parlé. Ils seront adaptables à un environnement multiculturel, parce que certainement amenés à travailler dans différents endroits du monde. Donc, l'international prend une place importante dans la formation et dans tous les outils qui sont mis à disposition des élèves pour acquérir cette compétence liée à l'international. Ça passe par quoi? Ça passe par 100% de nos élèves partent à l'étranger dans leur formation, puisque pour obtenir le diplôme, vous aurez l'obligation d'aller passer un semestre à l'étranger. Alors en général, c'est pas trop contraignant. On a même tendance des fois à devoir vous freiner pour y retourner. C'est une belle opportunité. Vous pourrez, alors vous aurez 2 langues vivantes obligatoires, l'anglais en est une évidemment. Vous pourrez pratiquer et choisir parmi 5 à 6 autres langues qui sont disponibles dans la formation et sur les 3 campus. Vous aurez à obtenir le TOEIC à 815 points. C'est ce qui fera encore pour vous un élément d'employabilité sur le marché de l'emploi. C'est un niveau exigeant, mais globalement, vous êtes des générations où vous en sortez bien au niveau langue. Et voilà, pouvoir inscrire sur son CV aujourd'hui, j'ai 815 au TOEIC, et ben c'est un atout quand on cherche un premier emploi. Et tout ça, pourquoi? Tout ça, alors, on a parlé aussi des doubles diplômes tout à l'heure, c'est peut-être le moment d'en reparler aussi dans la dimension internationale. J'ai évoqué plutôt tout à l'heure des doubles diplômes en France, associés à des partenaires proches des campus, mais vous pourrez aussi aller chercher un double diplôme dans une université à l'étranger. 150 partenaires à l'international pour l'EPF, répartis un petit peu partout dans le monde, avec donc des disciplines différentes que vous pourrez aller chercher pour compléter votre formation. Et ces doubles diplômes, vous pouvez autant les acquérir à l'étranger qu'en France. C'est un choix dans votre stratégie de parcours à l'EPF. L'idée étant justement de multiplier les choix qui peuvent vous être donnés. La conséquence de tout ça, peut-être on peut mentionner, et ce sera le dernier chiffre pour l'international, c'est que toute cette mise en œuvre de l'international à travers la formation, elle permet aujourd'hui à 1/4 de nos étudiants de trouver leur premier emploi d'ingénieur dès la sortie, dès le diplôme obtenu à l'international. Ce qui est une très bonne statistique en termes au niveau national, en termes de moyenne. Tout à fait. On va parler choses très sérieuses maintenant. Comment on intègre l'EPF? Donc, quelle est déjà globalement la première grosse voie d'entrée pour intégrer la formation généraliste? On va commencer par la formation généraliste. D'accord. Alors, vous êtes bachelier actuellement et vous voulez intégrer la formation généraliste. Vous allez passer par le concours Avenir Bac. Vous avez entamé des études supérieures, on en parlait tout à l'heure, et vous souhaitez vous réorienter pour différentes raisons qui vous sont propres, et vous pouvez tout à fait intégrer l'EPF entre la première et la 4e année sans être bachelier cette année. Et vous passerez également par le concours Avenir, mais sur la partie Avenir Plus, donc faites pour ce qu'on appelle les admissions parallèles, admissions entre la première et la 4e année. Alors, je le redis, les bacheliers S comme STI2D sont les bienvenus dans nos formations à l'EPF.
Alors, en première année généraliste, combien est-ce qu'on offre de places sur les campus et selon les types de bac? Alors, pour les bacheliers, cette année, 185 places sont offertes sur le campus de Sceaux, 55 pardon, sont offertes sur le campus de Troyes et 60 sont offertes sur le campus de Montpellier. Pour les bacheliers CI2D, 20 places sont offertes et vous l'avez maintenant compris, les 3 premières années se dérouleront sur le campus de Montpellier. Alors, on a toujours un petit conseil qu'on donne dans les choix sur Parcoursup. C'est si on veut vraiment intégrer une école, c'est de multiplier un petit peu le choix de campus. Tout à fait. Si effectivement l'EPF vous intéresse et répond à vos envies, à vos critères, il se peut effectivement qu'en fonction, vous allez passer le concours à venir, vous allez, on va en reparler derrière, peut-être être grand classé, peut-être passer des épreuves, en tout cas être classé au sein des différents candidats du concours à venir. Et il se peut qu'à un moment, votre rang au classement vous permette d'intégrer l'EPF sur un campus et pas sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit à un moment, si l'EPF vous intéresse, et vous avez compris que je ne l'ai pas mentionné, mais ça vaut peut-être le coup de le redire, c'est le même diplôme. Vous étudiez, vous démarrez sur le campus de Sceaux, de Troyes ou de Montpellier, vous intégrez une majeure derrière, vous aurez un diplôme d'ingénieur EPF. C'est un diplôme unique, juste avec des localisations différentes. Donc, si l'école vous intéresse, vous avez effectivement intérêt à choisir les 3 sous-vœux qui sont associés aux 3 campus sur Parcoursup pour intégrer l'un des campus et rejoindre de toute manière le diplôme de généraliste. Alors, justement, tu parles des campus, on a une question de Théo qui nous demande si c'est le même niveau pour tous les campus. Absolument, absolument. Alors déjà le concours est le même, hein. Et puis voilà, globalement, voilà, nos étudiants se répartissent de manière équilibrée sur les 3 campus. Vous devez, voilà, tentez-le. Voilà, votre rang au concours à venir vous permettra d'intégrer probablement un des 3 campus. Mais oui, le niveau attendu, hein, de toute manière, puisque je vous dis que c'est le même diplôme à la fin, le niveau attendu, donc le niveau des élèves. On a les mêmes examens sur les 3 campus, c'est la même formation. La formation est la même et les éléments de validation sont les mêmes tout à fait. Alors, si on parle maintenant concrètement, comment ça se passe la procédure du concours à venir pour les bacs S? Alors, pour les bacs S, vous allez donc choisir le concours à venir sur la plateforme Parcoursup et puis les écoles qui vous intéressent derrière. Donc, on vous conseille les 3 campus de l'EPF. Donc, on va dans un premier temps regarder un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de votre lycée. Donc, on va s'intéresser à ce qui s'est passé pour vous pendant les 3 trimestres de terminale, je vais y arriver, et les 2 premiers trimestres. Et 3 trimestres de première et les 2 premiers de terminale, excusez-moi. Et on va s'intéresser à vos notes de physique, à vos notes de maths, à vos notes d'anglais, et on va regarder également les notes obtenues au bac de français. Voilà. Et puis, un certain nombre d'autres éléments qui souvent sont un petit peu anxiogènes pour vous. On entend souvent des questions de votre part qui sont « oui, mais moi, je suis dans un très bon lycée, très exigeant, donc ma moyenne en maths, elle est de 12, alors que je connais quelqu'un qui est dans un lycée moins exigeant, sa moyenne est de 14. » Ce sont évidemment des éléments qu'on regarde. Hein. Votre lycée de provenance est un élément qui est pris en compte dans la sélection. On regarde si vous avez redoublé, on regarde si vous êtes sportif de haut niveau, etc. Tous ces éléments sont pris en compte et aujourd'hui, on est capable de voir qu'un 12 dans un très bon lycée vaut des fois plus en termes de sélection qu'un 14 dans un moins très bon lycée. Donc, évidemment, on le regarde, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a JC qui nous demande combien il y a de candidats au concours à venir. L'année dernière, plus de 8000 candidats se sont présentés au concours à venir. 8000, plus de un petit peu, un peu plus. Un peu plus de 8000. Ouais. Donc après, comment ça se passe en termes de classement, voilà, de sélection? On a donc regardé vos dossiers. De cette étude de dossier vont être identifiés ce qu'on appelle des grands classés. Le grand classé est un étudiant qui a un très bon dossier de première et terminale et pour lequel on se dit on n'a pas besoin de l'envoyer passer des épreuves. Son dossier est suffisamment bon pour qu'on l'affranchisse des épreuves écrites. Si vous n'êtes pas grand classé, alors aucune inquiétude, hein, soyez serein sur le fait que si votre dossier vous l'estimez moyen aujourd'hui, ça ne vous empêchera pas d'intégrer l'EPF. Au contraire, ce dossier compte dans la note finale pour 20% et vous avez donc 80% de chances de vous rattraper en allant passer les épreuves. Donc ces épreuves, elles sont au nombre de 4. Vous aurez une épreuve de physique, une épreuve de maths, une épreuve d'anglais, une épreuve de français qui sont coefficientées différemment. 5 pour les maths et la physique, 3 pour l'anglais et le français. Toutes ces épreuves sont des épreuves de type QCM que vous allez passer le 8 mai prochain obligatoirement, une date unique pour le concours à venir. Et voilà, à l'issue de ces épreuves-là, nouveau classement, les grands classés resteront toujours en tête du classement.
le premier qui aura passé les épreuves viendra se positionner derrière le dernier des grands classés. Voilà. En tout cas, voilà, passer les épreuves, c'est quelque chose finalement qui vous remet tous à même niveau et qui vous permet, en plus tout un tas de moyens d'entraînement, à un moment d'obtenir un classement suffisant pour intégrer notamment l'OPM. Alors justement, on a deux questions sur les grands classés. On a Juliette qui demande quel niveau il faut avoir pour être grand classé, et on a Nicolas qui demande combien y a-t-il de grands classés chaque année au concours à venir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un grand classé? Alors, un grand classé, c'est un étudiant qui a un dossier, je vous parlais des éléments qu'on regardait. Bon, premièrement, c'est un étudiant homogène, c'est-à-dire que c'est un étudiant qui va être homogène sur les différents aspects qu'on a mentionnés, les maths, la physique, l'anglais, le français. Ça, c'est le premier point important. Et puis, c'est un élève qui, globalement, en première et en terminale, on ne raisonne pas par rapport à une moyenne absolue, mais on se dit plutôt c'est un étudiant qui doit être 2 points, 3 points au-dessus de la moyenne de sa classe dans ses différentes matières. Et voilà, on peut définir un petit peu comme ça le profil grand classé. Alors attention, ne nous apportez pas vos bulletins en nous montrant que voilà, vous avez 2 points partout au-dessus de la moyenne de votre classe et des très bonnes notes au bac de français et tout. Évidemment, vous l'avez compris, tout ça est un concours et tout dépend évidemment de la qualité de l'ensemble des candidats. Mais si on devait le définir, ce serait ça le profil grand classé. En termes de proportion, alors encore une fois, il n'y a pas de quota de grands classés. Tout ça est très dépendant des dossiers qu'on reçoit tous les ans. Si on devait donner une proportion, aujourd'hui, les grands classés, c'est de l'ordre 13 et 15, oui, voilà, pas quelque chose comme entre 13 et 15% à peu près. L'ordre de grandeur tous les ans est celui-là. Voilà. Alors, tu parlais justement de la préparation pour le concours. Donc, on a plusieurs choses. Il y a des annales qui sont téléchargeables sur le site du concours à venir. Vous avez l'application de révision qui permet de réviser toutes les questions qui ne nécessitent pas de brouillon et qui sont plutôt des questions rapides. Dans le bus, dans le train, dans l'avion, en partant en vacances. Et vous avez bien sûr toutes les journées de préparation au concours à venir. Toutes les écoles du concours et tous les campus du concours proposent des journées de préparation. Les inscriptions vont démarrer le 1er décembre, donc vous pouvez d'ores et déjà y participer. Vous en avez pour Sceaux, Troyes et Montpellier pour ce qui concerne l'EPF. Et ce sont exactement les mêmes sujets sur tous les campus de toutes les écoles. Donc, pas la peine non plus d'en faire plusieurs parce que vous allez avoir les mêmes sujets. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de dédramatiser un petit peu, d'apprivoiser la grille réponse, parce que donc le concours, c'est quand même, on en a pas parlé, c'est des questions QCM à point positif ou négatif, donc ça demande une stratégie particulière. Alors oui, j'ai évoqué le QCM, effectivement, attention, si vous émettez une mauvaise réponse, le système de notation implique des points négatifs. Voilà, donc c'est pas gênant, sauf qu'effectivement, il faut un petit peu penser à la stratégie qu'on a. J'ai quatre propositions de solutions. Si à un moment, j'hésite entre 4, est-ce que j'en coche une ou est-ce qu'il vaut mieux pas la cocher, etc. C'est tout ça qu'on vous explique lors des journées de préparation au concours à venir. Utiliser la grille, mais aussi adopter des stratégies qui sont en lien justement avec ces examens de type QCM à points négatifs. Et quand vous repartez de là, en général, vous nous dites oui, effectivement, je vais arriver lui, quand même beaucoup plus serein et beaucoup moins dans l'inconnu. Donc c'est effectivement un mode de préparation qui doit générer de la tranquillité et probablement de la réussite. On vous encourage à y participer. Donc là, on a parlé des bacs S. Maintenant, pour les bacs STI 2D, la procédure est un peu différente. Alors, donc, globalement, on va regarder les mêmes éléments, vos bulletins de première et de terminale, et puis vos notes au bac de français. Les critères sont les mêmes. Votre positionnement par rapport à la moyenne de la classe, redoublement, lycée, etc. À l'inverse, vous n'allez pas passer d'épreuves écrites. Les grands classés vont être définis sur à peu près la même base que ce qu'on a évoqué précédemment. Et puis, si à un moment vous n'êtes pas grand classé, première alternative, vous allez venir passer un entretien qui est un entretien de motivation, pas d'épreuve scientifique ou autre lors de ces entretiens, mais un entretien de motivation où on aura besoin de vous entendre sur votre capacité à travailler, votre motivation, un petit peu votre projet. Et puis enfin, dernière alternative, certains dossiers peuvent quand même être refusés. L'idée étant de dire qu'à un moment, si le dossier est vraiment estimé trop faible à la base, l'idée, c'est pas de vous amener dans un parcours dans lequel vous avez trop peu de chances de réussite. Ok. Alors, je propose de faire un petit point sur Parcoursup, qui est quand même voilà, la grande inconnue pour les terminales qui rentrent, pour les élèves qui sont cette année en terminale. Donc, on va peut-être commencer déjà. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le principe des vœux multiples? Bon, alors, j'indique le schéma, je te laisse expliquer tout ça. Alors, effectivement, vous allez découvrir ça sous peu.
Parlons de l'EPF en premier exemple. Vous souhaitez candidater à l'EPF, vous avez compris qu'il allait falloir passer par un concours commun qui s'appelle le concours Avenir. Le concours Avenir vous propose un certain nombre d'écoles. Vous allez par exemple y mettre l'EPF comme vœu. Premier point important, vous allez donc rencontrer dans votre orientation et sur Parcoursup, dans les différentes formations d'ingénieurs que vous allez voir apparaître, différents concours communs. Le concours Avenir en est un, le concours INSA en est autre, le concours des UT, le concours GEPI Polytech. Chacun de ces concours va vous offrir tout un tas de sous-vœux. L'EPF SO est un sous-vœu au sein du vœu groupé concours Avenir. Au niveau des INSA, le sous-vœu est associé également à la localisation d'une des INSA, etc. Le premier point important à comprendre, c'est que quand vous cochez un vœu groupé, vous allez cocher un certain nombre de sous-vœux derrière, et le premier point que vous mentionne Parcoursup, c'est que sur ces vœux groupés, vous aurez droit à 10 vœux maximum. C'est la première chose que vous devez avoir en tête. En termes de sous-vœux, vous avez compris maintenant qu'un sous-vœu est associé à une école ou à un campus, et bien vous aurez droit à 20 au total. Voilà, c'est 2 points déjà importants. On peut peut-être parler un petit peu des classes préparatoires, parce que souvent, quand on parle école d'ingénieur, ben, vous êtes des fois aussi intéressé par un parcours qui va consister à passer par 2 ans de classe prépa pour rejoindre une école d'ingénieur en 3e année. Au même titre, vous allez pouvoir à un moment sélectionner une filière de prépa, par exemple une PTSI qui va vous compter un vœu parmi les 10 que j'ai évoqués tout à l'heure. Attention, et donc vous allez pouvoir choisir un certain nombre différentes prépas PTSI qui vont ne vous compter qu'un vœu. Par contre, si vous choisissez à un moment de dire je vais aussi candidater dans une prépa MPSI par exemple, vous mobilisez un autre des 10 vœux qui vous est autorisé. Voilà, c'est cette notion de vœux groupés et de sous-vœux. De la même façon, la formation en IUT est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Vous allez pouvoir choisir un IUT dans une spécialité qui va représenter un vœu groupé et un certain nombre d'IUT dans une même spécialité. Qui vont donc représenter les sous-vœux. Qui vont représenter les sous-vœux. Voilà. En termes de timing, je pense que c'est important à mentionner. Ces choix d'orientation, vous allez pouvoir commencer à les définir sur la plateforme Parcoursup à partir du 22 janvier et vous aurez jusqu'au 14 mars cette année pour définir l'ensemble de ces vœux groupés et sous-vœux. Donc là, concrètement, là, je vous montre un exemple. En cochant certaines écoles ou certains campus, plutôt, on va dire, de chacun des vœux multiples, on arrive finalement à un nombre limité, bien moins important de vœux grâce à ce système de vœux groupés. Tout à fait. Prenons l'exemple qui s'affiche. Vous avez candidaté via le concours Avenir à l'EPFSO. Vous avez donc mobilisé un de vos 10 vœux. Vous avez également candidaté en prépa PTSI numéro 1, peut-être à Paris. Vous mobilisez un deuxième des 10 vœux. Vous avez également, vous avez suivi nos conseils et vous vous êtes dit, je vais cocher deux campus EPF qui sont proches de la région parisienne parce que je veux absolument intégrer l'EPF. En cochant EPF 3, vous ne mobilisez pas un vœu supplémentaire puisque vous restez dans la ligne concours Avenir. Vous vous êtes intéressé à l'INSA et vous passez dans un autre concours commun, donc vous mobilisez un 3e vœu. Vous choisissez une autre école du concours Avenir, vous restez donc au nombre de 3 en termes de vœux. Vous choisissez une autre prépa de PTSI, donc même filière, mais dans une autre localisation, vous ne mobilisez pas de vœux supplémentaires. Vous vous dites, je vais quand même tenter un IUT, c'est une formation qui m'intéresse. Autre concours et donc vous passez à un 4e vœu et puis vous dites en prépa je tenterais bien quand même la MPSI, vous changez de filière de prépa donc ça va vous mobiliser un vœu supplémentaire et dans l'exemple qui vous est donné là avec un 2e DUT finalement vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sous-vœux déjà cochés mais vous n'avez mobilisé que 5 de vos 10 vœux autorisés. Alors, il y aura on va évoquer un petit peu les règles de base parce qu'il y a quand même une nuance à faire au niveau des sous-vœux, notamment pour les concours d'école d'ingénieurs. Tout à fait. Particularité, et c'est tout l'intérêt pour vous, c'est que vous pouvez cocher autant d'écoles au sein d'un concours commun que de campus, parlons plutôt de campus, puisqu'un campus représente un sous-vœu. Vous pourrez en cocher autant sans que cela n'incrémente votre nombre de sous-vœux. Donc, parlons du concours Avenir qu'on connaît bien. Vous avez 14 possibilités de campus au sein du concours Avenir. Finalement, en choisir un vous mobilise un sous-vœu sur les 20 autorisés et un seul. C'est-à-dire qu'à travers 14 sous-vœux, vous ne mobilisez qu'un des sous-vœux sur les 20 qui vous sont autorisés. Donc, pour résumer, on a droit à 10 vœux, donc 10 vœux ou vœux multiples, maximum au total, 10 sous-vœux maximum par vœu multiple.
20 sous-vœux maximum au total. Et attention, les sous-vœux école d'ingénieurs, en fait, ne sont pas pris en compte et donc ne sont pas décomptés de votre taux global des 20 sous-vœux auxquels vous avez droit. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé par une école d'ingénieurs et que vous passez à travers des concours communs, vous sentez bien que vous aurez, voilà, ne vous inquiétez pas sur les choix que vous aurez à faire parce que finalement, vous avez pas mal de choses qui sont autorisées. Alors, on fait un petit rappel du calendrier qui a encore évolué il y a quelques jours, donc il n'est pas forcément complètement à jour. Sur la date d'avril, je n'ai pas tout à fait à jour. De Parcoursup. Donc là, le Parcoursup va ouvrir le 20 décembre. Première étape de l'information pour vous. La plateforme va ouvrir effectivement mi-décembre et vous allez aller pouvoir consulter les informations qui sont liées à la formation, donc notamment les attendus, les différents parcours proposés. C'est une phase importante, cette phase d'orientation. Donc, information globalement jusqu'au 22 janvier. 22 janvier, il va falloir commencer à se décider un petit peu sur ce qui vous intéresse dans ce contexte qu'on vient d'évoquer avant, des 10 vœux multiples et des 20 sous-vœux autorisés. Et vous aurez jusqu'au 14 mars pour choisir effectivement l'ensemble de ces vœux et sous-vœux. Avec la possibilité quand même jusqu'au 31 mars de rajouter des sous-vœux d'un même vœu multiple. Tout à fait. Attention, jusqu'au 14 mars, voilà, jusqu'au 14 mars, voilà, peut-être utilisez bien vos 10 vœux si vous estimez en avoir besoin. Si à un moment vous n'en avez utilisé que 8 et que le 15, entre guillemets, vous vous réveillez en vous disant « Oh, je vais rajouter un concours commun, ça ne mange pas de pain là, vous ne pourrez plus. Par contre, vous pourrez rajouter, par exemple, au sein du concours à venir, des écoles ou des campus que vous n'aviez pas cochés avant le 14 mars. Le 31 mars, c'est la date limite pour ajouter les sous-vœux, mais on est déjà bien en amont bien avancé dans la procédure. Ensuite, à partir d'avril, qu'est-ce qui se passe? Alors, à partir d'avril, les formations vont recevoir toutes les informations qui vous concernent et vont commencer à mettre en place leur processus de sélection. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous êtes susceptible d'avoir des épreuves, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Celle du concours à venir, je le redis, se déroule le 8 mai dans plusieurs centres en France et à l'étranger, plus de 30 centres en France et à l'étranger, que vous aurez à définir lors de votre inscription sur la plateforme. Et à partir du 15 mai cette année, une fois ces épreuves passées et les classements remontés au niveau du ministère, à partir du 15 mai, les établissements, donc l'EPF en l'occurrence, sera capable de vous dire si elle vous admet pour une admission potentielle et sur quel campus. Ouais. On va vous proposer, donc jusqu'à fin juillet, normalement, fin de la procédure pour inscription sur les différents On entend aujourd'hui, alors encore une fois, tout ça n'est pas tout à fait défini, mais c'est le 20 juillet qui est aujourd'hui est à peu près énoncé pour la fin de procédure. Donc, normalement, le 20 juillet, vous pourrez partir en vacances serein, je vous le souhaite. Et nous aussi. On vous propose juste une rapide petite simulation des affectations sur Parcoursup pour que vous compreniez un petit peu le processus d'affectation justement par les établissements. Donc, on prend deux exemples d'Adrien et Justine. Je vais vous expliquer. Alors, effectivement, parlons d'Adrien et de Justine. Donc, Adrien a émis sur Parcoursup un certain nombre de vœux. Il a choisi, alors il y a un point important qu'on n'a pas encore mentionné, il ne vous sera pas demandé sur la plateforme de hiérarchiser vos vœux. Vous allez pouvoir définir l'ensemble des formations qui vous intéressent sans avoir à leur donner un ordre de préférence, d'accord? Donc on imagine qu'Adrien, lui, a choisi parmi ses différents sous-vœux le PFSO, une prépa qu'on va appeler A, le PF Montpellier et puis l'IUTA. Justine, elle, a choisi une prépa B, une prépa A. Pardon. Je connais pas Justine par cœur. Prépa B, prépa A pour Justine. Justine est une très bonne élève. Elle vise des grandes écoles d'ingénieurs et elle a choisi deux très bonnes prépas en vœux 1 et 2. Elle choisit également le PFSO parmi ses vœux et puis l'INSA Lyon. Voilà. Et effectivement, Adrien comme Justine n'ont pas été obligés de hiérarchiser ses vœux sur la plateforme, mais ils ont eu, entre guillemets, l'intelligence de dire, moi, quand j'aurai des réponses, j'ai réfléchi, je suis allée dans des JPO, j'ai suivi des JPCA, et je serai capable, si on me donne une réponse d'admission, de choisir rapidement là où, effectivement, je vais donner une réponse positive. Donc, on est le 15 mai, il y a des premières propositions d'affectation qui sont proposées. Alors, Adrien est content et à la fois un petit peu déçu pour certaines choses. Il avait demandé le PFSO en premier vœu et il est en liste d'attente. Il n'est pas admis, il est en liste d'attente. Il est par contre admis en prépa A et il est également admis à l'EPF sur le campus de Montpellier. Il est en liste d'attente à l'IUTA.
pour Justine, très bonne élève. Voilà, vous l'avez dit, Justine est une très bonne élève. Elle est admise dans les 3 vœux qu'elle a hiérarchisés dans sa tête, en tout cas sur 3 des sous-vœux qu'elle a mentionnés sur la plateforme, en prépa B, A et à l'EPFSO, et elle est refusée à l'INSA Lyon. Donc, il s'offre plusieurs choix à chacun de ces candidats. Tout à fait. Alors, des réponses chacun d'entre vous devra effectivement, une fois une réponse quotidienne émise, répondre dans un certain délai. Hein. Vous n'aurez pas un temps infini pour répondre à tout ça. Si vous êtes admis dans plusieurs endroits, il vous faudra, dans un délai au début de la procédure, qui est aujourd'hui mentionné comme étant 5 jours, me semble-t-il, cette année, devra choisir parmi une des réponses positives qu'il a reçues. Il ne pourra pas conserver les 3. Donc, il va passer. D'où l'intérêt d'avoir réfléchi avant à ce qui vous intéresse de manière prioritaire. Voyons ce qui s'est passé pour Justine et Adrien. Donc, ils auront à donner une réponse au plus tard le 22 mai. Le délai est de 5 ou 7 jours, parce que là, ça reste à confirmer. Donc, parmi les réponses positives qui lui ont été données, Adrien dit oui, finalement, je garde mon admission à la prépa A. Donc, automatiquement, son admission à EPF Montpellier est annulée. Tout à fait. Vous n'aurez la possibilité, encore une fois, de ne garder qu'une réponse positive qui vous a été donnée. Il décide de garder la prépa A. Comme il était, et vous l'avez compris, sa préférence était à l'EPFSO, il garde bien sûr sa liste d'attente à l'EPFSO et il décide finalement de dire je suis pris à l'EPFSO, je suis en liste d'attente à l'EPFSO et pris à la prépa A, je n'irai jamais à l'IUTA. Donc de toute manière, je dis que je ne suis plus intéressée. Donc là, c'est vraiment l'intérêt de quand même hiérarchiser bien dans sa tête les vœux avant les résultats. Et pour Justine, qui elle a quand même l'embarras du choix. Alors, Justine avait aussi hiérarchisé ses différentes formations dans sa tête. Elle est super contente, Justine, puisqu'à un moment dans sa tête, elle s'était dit, moi, c'est la prépa B que je veux. Et au premier tir, c'est-à-dire lors du premier appel le 22 mai, début des réponses, Justine est admise. Elle dit oui à son vœu 1, puisque semble-t-il, elle n'a pas changé d'avis entre-temps. Par automatisme, donc elle n'est plus, elle est démissionnée de la prépa et de l'EPFSO, et puis de toute manière, elle n'était pas prise à l'INSA de Lyon. Donc pour elle, la procédure en fait s'arrête là. Tout à fait. Elle est affectée. Justine est admise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Adrien? Parce qu'Adrien n'a toujours pas son vœu à ce stade de la procédure. Mais Adrien est patient. Il vous faudra peut-être l'être sur toute cette procédure-là. Et Adrien, a attendu le 21 mai, proposition qui est arrivée quelques temps après. Et effectivement, Justine, elle, ayant refusé le PFSO, qui était le vœu d'Adrien, une place s'est libérée sur la liste d'attente d'Adrien. On suppose dans cet exemple qu'Adrien était tout proche de Justine dans le classement derrière. Et donc, Adrien est désormais admis à l'EPFSO. Donc, Adrien et Justine, on a deux élèves contents. Et on aime bien quand on a des élèves contents. Voilà, il se trouve qu'Adrien était toujours admis à la prépa A et puis démissionnaire donc aux 2 autres. Donc, en toute logique, comme il avait classé l'EPFSO en vœu 1. Voilà, s'il n'a pas changé d'avis entre-temps, il répond positivement à sa proposition d'admission à l'EPFSO, ce qui le démissionne automatiquement de la prépa A. Et Adrien a également son affectation sur cette partie de la procédure. Voilà. Donc là où on a encore des incertitudes, c'est effectivement sur les délais de réponse, puisque l'année dernière, c'était des délais assez longs. Là, cette année, le ministère semble dire que les délais vont être un peu raccourcis. Donc, soyez quand même très réactifs au moment des affectations. Oui, tout à fait. Alors, quoi qu'il en soit, le premier point important, c'est que plus la procédure va avancer, donc entre le 22 mai et le 20 juillet, plus le délai de réponse que vous aurez sera court. Donc, sur le même modèle que l'année dernière, même si aujourd'hui, on n'a pas toutes les informations précisément. Donc, effectivement, la sécurité, c'est de réfléchir, d'aller au JPO, de se renseigner bien avant pour le jour où les réponses tombent, et être serein et se dire, voilà, mon choix, je l'ai fait, je suis allé rencontrer les écoles, ça répond à mon projet, ça répond à mes possibilités financières de localisation, et vous n'avez plus sereinement qu'à un moment inscrire vos confirmations sur la plateforme. Donc les conseils, effectivement, très bien se renseigner auprès des différentes écoles pour pouvoir faire un choix un peu dans sa tête. Commence à hiérarchiser, même si c'est pas obligatoire, mais pour que vous ayez une idée, quitte à ce que vous hésitiez juste entre 2 ou 3 établissements à la fin, mais que vous puissiez quand même libérer des listes d'attente si vous n'êtes pas du tout intéressé par certaines formations. Et puis, d'un point de vue pratique, on vous demande d'être réactif au moment des affectations. Donc, choisissez une adresse mail sur Parcoursup que vous consultez quotidiennement. N'hésitez pas à mettre celle de vos parents qui sont parfois beaucoup plus stressés que vous au moment de la période de Parcoursup et consulter leur mail quotidiennement. Pareil pour le numéro de téléphone. Veillez à ne pas mettre un numéro que vous changez en cours d'année. Donc, ça, c'est les premiers petits conseils pour Parcoursup.
Donc là, on a bien fait le tour pour les bacheliers. Maintenant, si on disait tout à l'heure de bac plus 1 à bac plus 4 et qu'on veut intégrer la formation généraliste, on passe toujours par le concours Avenir et par la procédure Avenir Plus. Tout à fait. Donc, si on parle, tu en parlais tout à l'heure de la rentrée décalée de la passerelle Sigma, est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu rapidement le process? Oui, tout à fait. Alors, déjà les échéances peut-être. Donc, encore une fois, vous êtes en prépa, vous avez démarré une première année en sup, vous avez démarré une première année PACES, vous avez démarré une première année dans une école d'ingénieur. Et quelles qu'en soient les raisons, vous êtes en train de vous dire, je m'y plais pas, ça va pas le faire, quoi, globalement, et je réintégrerai bien une école d'ingénieur et pourquoi pas l'EPF. Vous allez passer par Avenir Plus. Donc, la procédure d'inscription démarre après-demain, oui, le 1er décembre. Donc, sur le site du concours Avenir, vous allez dans la partie Avenir Plus. À partir donc, de samedi, vous pouvez ouvrir un dossier de candidature où vous allez, encore une fois, vous demander de déposer des pièces qui concernent votre première, votre terminale et votre cursus dans le supérieur selon l'année dans laquelle vous candidatez. Ça, c'est pour les différentes phases. Concernant la passerelle Sigma, on va étudier ce dossier. Vous allez être admissible ou non à un entretien qui va se dérouler soit sur le campus de Montpellier, soit dans la région parisienne, si c'est plus pratique pour vous, au choix. Et au cours de cet entretien, encore une fois, on va vous poser des questions sur votre projet, sur pourquoi votre demande, votre motivation par rapport à l'EPF. Et à l'issue de cet entretien, on sera capable de vous dire au fil de l'eau, parce que c'est une phase de candidature assez courte qui va démarrer au 1er décembre et qui va s'achever globalement fin février pour la rentrée, tout simplement, la rentrée de la passerelle Sigma. Et donc, sur cette période de 2-3 mois, au fil de l'eau, au fil de vos candidatures, on sera capable de vous donner rapidement des réponses d'admissibilité dans un premier temps et puis d'admission dans un deuxième temps si vous êtes admis. On a 20 places disponibles pour la passerelle Sigma. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'était pour la rentrée. Oui, peut-être un point, à l'issue donc de la passerelle Sigma qui dure un semestre sur le campus de Montpellier, de fin février à juin globalement. Donc ça veut dire quelques mois à passer sur le campus de Montpellier. Et vous pouvez derrière revenir sur un des campus de l'EPF, que ce soit SO 3 ou rester à Montpellier, à partir de la deuxième année, donc si vous validez cette passerelle. Pour une admission parallèle plus classique, on va dire en rentrée de septembre, on passe toujours par Avenir Plus, mais la procédure est un peu différente. Tout à fait. Alors déjà, c'est pas la même période de procédure. Tout ce qui est rentrée décalée, vous l'avez compris, c'est un semestre accéléré globalement au printemps, donc la période de candidature se passe avant. Pour une rentrée en septembre prochain, donc en cours de cursus à l'EPF, vous allez pouvoir candidater sur Avenir Plus à partir du 15 mars et ce jusqu'au 1er juin. De la même procédure, une analyse de dossier qui va nous permettre d'identifier si vous êtes admissible ou pas. Si vous êtes admissible, vous venez dans les locaux de l'EPF sur les différents campus pour passer des entretiens qui sont des entretiens collectifs, pas d'inquiétude là-dessus, des ateliers d'ingénierie, de personnalité, voilà, sur lesquels on va essayer d'identifier si votre profil, votre motivation, votre parcours vous permettra d'intégrer l'école pour aller jusqu'au bout du cursus. Très bien. 100 places disponibles. Pardon, tout à fait. Donc, ceci concerne des entrées de la première année à la 4e année sur les 3 campus de l'EPF et 100 places sont ouvertes cette année. Donc, encore une fois, tentez votre chance parce qu'il y a de la place, quoi. L'objectif pour nous, à un moment, c'est de diversifier nos populations. Et donc, encore une fois, on est capable d'accueillir des candidats qui ont des parcours, un petit peu plus faits de virage. Voilà. Il y a beaucoup de passerelles qui existent et on peut se réorienter tout au long de ces études. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Ouais, beaucoup plus facilement qu'avant. D'ailleurs, si tout ça existe, c'est bien un moment pour vous donner la possibilité de faire varier votre parcours. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Tu évoquais tout à l'heure le fait que les bacheliers étaient souvent même entre faire une classe préparatoire aux grandes écoles ou intégrer une école post-bac. Alors, à l'EPF, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez intégrer aussi l'école après les CPGE. Alors, on a selon la filière choisie, il y a 2 concours différents. Tout à fait. Donc, intégrer encore une fois les 3 campus de l'EPF en 3e année après une prépa. 2 voies possibles. Si vous êtes en filière PT, vous allez passer le concours de la banque PT. Si vous êtes en filière MP, PC ou PSI, depuis cette année, l'EPF a intégré le concours central Supélec. Donc, vous allez passer par le concours central Supélec si vous êtes dans une de ces filières pour intégrer un des 3 campus en 3e année. 75 places disponibles cette année. Encore une fois, vous voyez qu'il y a de la place aussi pour ce public-là. Donc, n'hésitez pas. Voilà, l'EPF toutes filières confondues et tout campus confondu. Oui, tout à fait. Voilà.
On propose également d'autres parcours. Tu les as un petit peu évoqués en introduction quand tu présentais les campus. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots très rapides sur les formations binationales et les modalités d'intégration? D'accord. Alors, le PEC, effectivement, on propose 2 formations binationales, une en collaboration avec la Hochschule de Munich, donc vous serez amené à aller en Allemagne, évidemment, au cours de cette formation. Le principe de ces formations binationales, c'est d'alterner une année en France, une année dans le pays, avec quand même quelques petites différences. La formation franco-allemande, qui délivre un diplôme habilité par la Commission des titres de l'ingénieur également, est vraiment une alternance des 2 pays pendant 5 ans. Vous allez démarrer en France votre première année, passer en Allemagne la deuxième année, revenir en France, etc., jusqu'à la fin du parcours. Autre formation binationale en collaboration avec le Québec, à Sherbrooke, où vous allez la première année réaliser vos études en France, à l'EPF, aller au Québec la seconde année, revenir en France à partir de la troisième année et rejoindre la formation généraliste à partir de la majeure, encore une fois totalement librement parmi les 7 majeures qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc on peut voir la formation franco-québécoise comme une manière un petit peu plus internationale, beaucoup plus internationale, de rejoindre la formation généraliste de l'EPF. Et puis c'est assez rare d'avoir cette possibilité-là dès son entrée dans le supérieur après le bac. Oui, tout à fait. Alors pour ceux d'entre vous qui effectivement rêvent d'une formation pas mal basée à l'international, en formation d'ingénieur, il n'y en a pas tant que ça encore en début de cursus. Donc c'est effectivement sa particularité, c'est de se dire moi je veux aller à l'international, mais pas seulement à travers un semestre qui va m'être proposé voire rendu obligatoire dans la formation, mais je vais y aller le plus possible. Donc effectivement c'est tout à fait l'idée. On n'a pas mentionné le nombre de places, je crois. C'était un mais... Voilà, je le dis juste par oral. Oui. 20 places en formation franco-allemande et 15 places en formation franco-québécoise. Pour à peu près 300 candidatures chaque année sur l'ensemble des formations. Donc attention, pour intégrer ces formations-là, on n'est plus du tout dans le concours à venir, c'est une procédure complètement à part. Tout à fait. Par contre, vous allez également trouver ces formations binationales EPF sur Parcoursup, mais hors concours à venir. Ces formations binationales EPF, elles vont représenter un vœu, rappelez-vous, les 10 vœux groupés auxquels vous avez droit tout à l'heure. Donc c'est un vœu multiple pour les formations binationales EPF et 2 sous-vœux derrière sur les 20 autorisés. En termes de processus de sélection, encore une fois, on va regarder votre dossier. Vous n'aurez pas d'épreuve écrite dans le cadre de la sélection pour les formations binationales, mais un entretien de motivation. On nous pose souvent la question, en termes de niveau de langue, on ne demande pas nécessairement un niveau bilingue en allemand, mais au moins une appétence vraiment pour l'allemand, parce que vous allez en faire pendant 5 ans. Et puis, il y a des cours, il me semble, de remise à niveau en première année pour apprendre l'allemand technique. Le principe de la formation franco-allemande, c'est qu'il faut que vous ayez fait de l'allemand. C'est quand même un élément qui est regardé dans le dossier. Par contre, vous n'avez clairement pas besoin d'avoir un niveau très élevé en allemand. Vous pouvez tout à fait avoir un bon dossier scientifique, avoir fait de l'allemand et être un très bon candidat pour la formation franco-allemande. Tout est mis en œuvre derrière pour homogénéiser le niveau, on va dire, des élèves qui arrivent. On va évaluer votre motivation, votre maturité aussi pour partir à l'étranger dès la deuxième année, que ce soit aussi bien pour la franco-allemande que la franco-québécoise. Et peux-tu nous dire un mot des bachelors que nous proposons? Oui, alors on parlait de différentes possibilités d'aller vers le diplôme d'ingénieur. Les bachelors en sont un aussi. Donc le PF vous propose à votre sortie du bac 2 bachelors qui sont très centrés sur l'innovation, d'où leur nom, parce que tous les 2 contiennent ce mot innovators. On a décidé d'intituler ces bachelors de manière anglophone parce qu'il y a de l'anglais. Vous aurez au cours de ces formations des enseignements qui seront délivrés en anglais. Donc, ce sont 2 formations hybrides qui sont menées en collaboration avec une école de management à Paris, qui est l'ICD. Le premier bachelor qu'on vous propose, c'est un bachelor Business Innovators, qui est un bachelor hybride commerce et ingénierie. L'idée, c'est quoi? C'est que on se rend compte, on le sait, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous hésitent quand ils sont en terminale S à aller vers des études de commerce ou à aller vers des études d'ingénieur. Donc des profils qui se disent moi j'aime bien les sciences, j'ai en plus un plutôt bon niveau, mais le commerce c'est clairement quelque chose qui m'intéresse aussi et j'ai pas envie de choisir. Et bien typiquement ce bachelor Business Innovators c'est destiné à des profils comme ceux-là qui n'ont pas envie de choisir entre commerce et ingénierie et qui vont à un moment vouloir faire une formation équilibrée dans les 2 domaines. Donc c'est exactement l'image de ce bachelor-là. L'autre bachelor, Digital Innovators, les 2 mots-clés associés à ce bachelor, c'est
marketing digital. Donc, le lien, effectivement, avec la partie école de management, c'est que vous allez être formé au marketing. Sauf qu'aujourd'hui, le marketing, c'est un métier qui évolue, où il faut traiter beaucoup de données. On rentre dans des notions de big data, énormément de données à traiter. Et aujourd'hui, le marketing, on veut l'automatiser. C'est-à-dire qu'on veut utiliser des données clients, on va dire ça comme ça, qu'on veut exploiter de manière automatique pour orienter le client vers le produit qui va l'intéresser et puis concrétiser des ventes. C'est des choses qu'on vit tous les jours au quotidien quand on fait des achats sur le web. Donc voilà, c'est toute la problématique de ce bachelor. Ces 2 bachelors, vous pouvez les voir d'une manière assez simple. Certains d'entre vous, aujourd'hui, pour accéder au diplôme d'ingénieur, se disent « Moi, je sais que je ne veux pas rentrer dans un cycle prépa. Ça va être très théorique, c'est pas ma nature. J'aime les choses qui sont appliquées, j'aime ce qui est très projet, ce qui est très concret. Et je vais plutôt vouloir passer par un DUT, par exemple. Et puis, si à un moment j'ai envie de m'arrêter, j'ai un diplôme, je peux rentrer sur le marché de l'emploi. Si j'ai envie de continuer vers un diplôme d'ingénieur, je peux aussi. Et bien, les bachelors, aujourd'hui, c'est une autre alternative pour rejoindre un cursus ingénieur, puisque la poursuite d'études est tout à fait possible en cycle ingénieur après un bachelor. Et donc, l'idée, c'est de dire, je vais aller me former à un diplôme qui va me mettre sur le marché dans les domaines qu'on a évoqués là. Et à partir de là, si j'ai pas envie de continuer, j'irai bosser directement, on va dire. Et si à un moment, je me rends compte que je peux aller vers l'ingénierie et que j'ai envie d'y aller vers un diplôme d'ingénieur en 5 ans, j'en prendrai la décision à ce moment-là. Cette philosophie du bachelor, c'est finalement la même que celle du DUT. Un chemin différent qui peut vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller vers le diplôme d'ingénieur. Donc, pour les conditions d'admission, ça se passe aussi sur Parcoursup? Oui, sur Parcoursup cette année. On peut faire un parallèle avec les formations binationales pour l'EPF. Un vœu EPF Bachelor ICD et vous avez 2 sous-vœux, un vers le Business Innovators, le commerce ingénierie, et un vers le Digital Innovators, marketing et numérique. Très bien. On offre 20 places dans chacune des formations et en termes de profil de candidats, on est quand même très ouvert là pour le coup. Tout à fait. Donc les profils qui sont autorisés pour candidater à ces bachelors sont les bacheliers S, bacheliers STI 2D, toutes spécialités, les bacs STMG et même les bacheliers L, mais avec option maths par contre. Uniquement, je crois pas. Et puis les bacs ES. Les bacs ES avec option maths et les bacs L. Et effectivement, vous sentez que derrière ces 2 formations, il y a autant de compétences commerce, managérial, de gestion que de compétences techniques. Donc l'idée, c'est qu'à un moment, on peut effectivement ouvrir à des bacs plus larges parce qu'on n'est pas dans des formations qui sont uniquement orientées sur les sciences. Un petit mot sur nos formations par apprentissage? Oui. L'ingénierie, ça passe par des cursus un peu classiques, mais ça peut effectivement passer par l'apprentissage, donc qui se rejoint à partir de la 3e année. Une formation par apprentissage, 30 places sur le campus de Montpellier, 30 places sur le campus de Sceaux. C'est un diplôme, qui s'intitule Système informatique et industriel. On ne peut pas qualifier ça de diplôme de spécialité parce que les systèmes informatiques et industriels sont finalement des disciplines très transversales qui vont vous permettre d'aller exercer vos compétences autant dans le domaine du transport que de l'énergie, que de la logistique, etc. Donc, finalement, des disciplines très transversales en termes d'apprentissage. Les profils recrutés sont DUT, sont BTS, des licences. Mais aussi des élèves issus d'écoles d'ingénieurs, voilà, des prépas, on en a aussi qui décident de partir vers de l'apprentissage. Tous les profils Bac+2, techniques, scientifiques. La particularité de la formation par apprentissage, qui est un point important aussi, c'est que vous êtes en alternance en entreprise et en études et que vous n'avez pas un statut étudiant, vous avez un statut de salarié. Donc, ce sont aussi des études qui sont gratuites par le fait, puisqu'à un moment, vous n'avez pas de frais de scolarité à payer, vous êtes en entreprise et vous êtes en plus rémunéré. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte dans votre choix de parcours d'ingénieur. Tout à fait. Donc là, pour l'entrée en formation par apprentissage, donc être titulaire évidemment d'un Bac+2, chaque formation par apprentissage a son propre processus de recrutement, qui est similaire. Qui est similaire, mais qui est effectivement associé au campus sur lequel vous allez candidater. Vous allez effectivement, sur le campus de Montpellier, passer ce qu'on appelle le concours EPF, dans lequel une étude de dossier est faite, des épreuves écrites et puis également un entretien. Et le processus est le même, un dossier, épreuve et entretien pour la candidature sur le campus de Sceaux. Vous allez simplement, à un moment, être en interaction avec un organisme externe
extérieur qui, à un moment, va également émettre un avis sur votre candidature et qui n'est tout simplement pas le même sur le campus de Montpellier que de Sceaux. Mais pour vous, c'est transparent en termes de processus. Et la seule petite précision à apporter, c'est que dès lors que vous êtes admis dans la formation, cette admission est tout de même sous réserve de trouver une entreprise pour la rentrée suivante. Donc après, là, les établissements, les campus vous accompagnent pour cette recherche d'entreprise, mais c'est une notion importante à avoir en tête. Donc si vous avez déjà une entreprise en tête, c'est un plus au moment des entretiens de motivation. On avait Emma qui nous posait la question sur la durée des bachelors. 3 ans. Très bien. 3 ans, voilà. Avec je ne sais plus si tu as évoqué aussi une forte partie à l'international, puisqu'on a quand même beaucoup d'anglais dans ces formations. Oui, tout à fait. Alors, comme je vous le disais, pas loin de 50% des cours sont délivrés en anglais dans cette formation, que ce soit des cours techniques ou des cours commerciaux. Donc, ça donne une première dimension internationale. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, vous avez, au même titre que le diplôme d'ingénieur, un semestre obligatoire à passer à l'étranger dans votre formation, et puis également un certain nombre de stages obligatoires. On n'a pas évoqué les stages dans la formation généraliste, mais ces formations d'ingénieurs vous entraînent à aller dans l'entreprise régulièrement. C'est vrai également pour les bachelors, avec un stage ou de l'alternance en dernière année et un semestre obligatoire à l'étranger aussi. Alors, on est encore ensemble pendant juste quelques petites minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. En attendant que vous y réfléchissiez, juste quelques petites infos. C'est très important de vous rendre dans les écoles et pour pouvoir vous projeter pour l'année prochaine. Donc, on propose plusieurs rendez-vous pendant l'année, notamment l'opération essai, qui est en fait une opération d'immersion en école d'ingénieur. On vous propose de venir pendant 2 jours sur l'un de nos campus pendant les vacances de février, que vous soyez en terminale S ou STI2D, et on a même quelques places proposées pour les premières S. Ces 2 jours, c'est juste un petit peu pour vous donner une idée de qu'est-ce que serait ma vie demain si j'étais élève à l'EPF. Vous allez faire des TD, des TP, quelques cours magistraux, avoir quelques présentations d'école, rencontrer des élèves, des anciens élèves. C'est un bon moyen pour vous de confirmer ou d'infirmer un choix, mais en tout cas d'avancer dans votre prise de décision au moment où vous faites vos vœux sur Parcoursup. Et puis évidemment, il y a toutes les journées portes ouvertes. On a d'ailleurs celle de Sceaux qui a lieu dans 2 jours, donc le 1er décembre, mais on a aussi beaucoup d'autres rendez-vous tout au long de l'année, le 26 janvier, le 16 février et le 23 mai pour le campus de Sceaux, pour 3 en février et en mars, les 2 et le 9, et Montpellier le 8 décembre et le 9 février. Bien sûr, toutes ces dates, ces horaires, et pour les inscriptions, tout se passe sur le site internet de l'école, epf.fr, dans la rubrique Rencontrez-nous, que ce soit aussi bien pour l'opération essai que pour les journées portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Et même si vous êtes en seconde, c'est bien aussi de commencer à vous intéresser aux écoles et les premières également. Merci. On a des merci qui nous arrivent en direct. Très bien. Il y a plus de questions. Merci beaucoup Odile pour ton intervention et pour tes explications très très précises. Comme je le disais en début de présentation, si vous avez manqué le début, le replay sera disponible dès demain sur le site de l'école. On espère vous voir très bientôt pendant nos événements et surtout bonne chance pour cette année de terminale pour les bacheliers et pour vos choix d'orientation. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. C'est bon. Ça y est.